Face au déclin du ferroviaire, la compagnie s'adapte et renoue avec une activité par George Nagelmakers, l'hôtellerie. Elle crée 2 chaînes d'hôtels. C'est une réussite, comme quoi les génies naissent souvent trop tôt. George Nagelmakers, son empire ferroviaire, fait voyager ou simplement rêver tant de générations d'Européens, sont-ils définitivement morts? Pas tout à fait. Plusieurs passionnés ont racheté des voitures et recréé des trains de croisière. Parmi eux, le Suisse Albert et l'Américain James Sherwood. De son côté, consciente de la richesse du patrimoine, la compagnie des wagons-lits a remis sur les rails un train composé de ses plus belles. Il a pour nom Pullman Orient Express. Le nom de M. Pullman est fait passer dans le langage commun, à la différence de celui de Nagelmakers, trop difficile à prononcer. Ce train propose aux nostalgiques de l'Orient Express des déjeuners et des dîners croisières. Certaines de ces voitures sont classées historiques. Ce sont des voitures absolument superbes. Je dis toujours que je crois qu'il existe dans le monde un train. On est compte, même encore à l'époque actuelle, rouler avec son matériel, c'est un rêve, c'est vraiment un rêve. Maintenant, je suis très attachée à la compagnie et je voudrais surtout pas qu'elle laisse ses traces. Ils se sont moqués de moi. Ils m'ont pris pour un et pas pour un artiste. Ils n'ont pas compris que mon pinceau, c'était des tentatives diverses, c'était justement ça, mon geste de peintre. Dimanche 11 mai 1962, Yves Klein prend pour le Festival de Cannes, où en ouverture doit être projeté Mondo Cane. Le cinéaste Giacopetti a filmé les anthropométries du peintre, des enduites de couleur bleue. À cette occasion, Klein est mondialement reconnu. Je n'aurais jamais cru, il y a 7 ans, à l'époque de la tentative, que j'aurais un jour à me justifier sur ce qui s'est passé. Beaucoup pensent encore que je représente un danger pour l'avenir de l'art. Un danger qu'il est indispensable de détruire. Je suis désolé.
apprendre que telles n'étaient pas mes intentions. Il y a quelques années, j'avais organisé une conférence à la Sorbonne, décidé à exposer ma conception de l'art. Je commence en saisissant le fil d'Ariane et voici comment les choses se sont Je laissais d'abord la parole à Iris Clair. Mesdames, j'ai le plaisir ce soir de présenter Yves Klein. Je me suis décidée dans ma galerie en 1957. Il venait d'entrer dans son époque bleue, l'une des plus importantes manifestations de sa carrière de peintre. C'est là que je me suis tout de suite rendu compte extraordinaire de cette manière inadmissible pourtant à première vue dans le concept même les plus audacieux établis et reconnus aujourd'hui. J'appartiens à l'utilisation de l'image et ce qui compte pour moi est de laisser des traces. La presse n'avait retenu que mon... Ma cause était tellement plus vaste. Il y a des couleurs gaies, magiques, vulgaires, douces, violentes ou tristes. Elles sont pour moi de véritables habitants, des individus évolués qui s'intègrent à nous comme à tout. À l'époque, je ne considérais pas ces petits monochromes comme une possibilité. Jusqu'au jour où je me suis dit, pourquoi pas? Un artiste, le pourquoi pas est ce qui décide de tout. Qu'il peut apparaître au monde. Yves Peinture était le catalogue d'une exposition qui n'avait jamais eu lieu. Acte artistique, avec une préface en forme de provocation. À l'époque, j'étais persuadé qu'on ne peindrait dans le futur que des tableaux monochromes, sans aucun dessin, ni aucune forme. Nous étions trois amis en quête de surnaturel. Armand, Claude le poète et moi. Un soir de pleine lune, nous nous étions l'univers. J'avais choisi le ciel. La journée est bleue, le silence est vert, la vie est jaune, la lumière trace des lignes et ne finit plus, et moi je traîne transpercé d'un... Commencé à Nice, l'été 47. J'avais 19 ans. Fred Klein était peintre figuratif et ma mère, Marie-Raymond, peintre abstrait. À la maison, je croisais Magnelli, Harpe, Nicolas de Staël. Je me mis un jour à peindre des surfaces monochromes. Sans doute pour ce que l'absolu avait de visible. Adolescent, j'avais eu une révélation. Le bleu du ciel était le bleu de l'infini, le champ libre de l'énergie universelle. Ce jour-là, je me mis à éprouver pour les oiseaux qui volaient dans mon beau ciel bleu. Ils essayaient de faire des trous dans la plus grande ombre. J'éprouvais la sensation que les lignes et toutes leurs conséquences, contours, formes, perspectives, composaient très précisément comme les barreaux d'une fenêtre de prison. Au loin, dans la couleur, la vie, la liberté, et moi, devant le tableau, je me sens en prison. Et c'est, je pense, à cause de cette même sensation d'emprisonnement. C'est écrié, je voudrais être délivré de je ne sais quelle cage horrible. Matisse, défenseur de la ligne depuis un demi-siècle, venait de mourir à Nice. Moi, je voulais faire un film intitulé « La guerre de la ligne et de la couleur ». Esquisse de scénario. Son continu. Image
unie. Passage progressif du blanc au jaune en 24 images. Passage progressif du jaune au rouge en 20 images. Passage progressif du rouge au bleu en 20 images. Sur l'image apparaît une main. Une empreinte préhistorique. L'histoire de la très longue guerre entre la ligne et la couleur commence avec l'homme. Les compositions monochromes sont des paysages de la liberté. Je suis impressionniste, mais je suis aussi un disciple de Delacroix, qui disait « Le tableau, c'est l'indéfinissable ». Si vous acceptiez au moins une petite ligne, un point, ou même simplement une tache de couleur, nous pourrions l'accrocher. Mais une seule couleur unie, non, non, ce n'est pas assez, c'est impossible. Printemps 55, mon univers de la couleur mine-orange vient d'être refusé au Salon des réalités nouvelles. Au unité, je dépasse toutes les bornes de la non-figuration. Un point, ligne, pourquoi pas un oiseau? On m'a souvent demandé si le judo avait joué un rôle dans la conception de ma peinture. Il m'a apporté beaucoup. Principe, avoir l'esprit du combat. Il faut considérer les comme des étapes importantes vers la victoire finale. Septembre 52, je pars au Japon, à l'Institut Kodokan, pour y obtenir ma 4e dan. Avec ce grade, je deviendrai l'un des meilleurs judokas français. Nous avons tous la possibilité d'inventer des équilibres ou de nouveaux déséquilibres. C'est l'époque de mes premières tentatives de couleur. Pour moi, la couleur, c'est de l'énergie pure. En 1955, Klein organise sa première exposition au Club des Solidaires. Un échec. Des commentaires moqueurs, le jeune critique, Pierre Restany, à la visiter. Il avait compris ce que je voulais. L'énergie de la couleur pure dans l'espace pour en imprégner le visiteur. Malheureusement, le public, prisonnier de son optique caprice, pénétrait dans la contemplation de chacun de mes monochromes. Désormais, je refuserai catégoriquement de jouer deux couleurs entre elles. Et je m'appellerai Yves Chrome. Un voyage, un grand choc dans la basilique de Saint-François. Les fresques bleues monochromes de l'école de Sienne attribuées à Giotto. Mon bleu serait bien de la même nature que celui de Giotto. J'ai beaucoup réfléchi. Rien que du bleu.
Seul un marchand de couleurs pouvait m'aider à trouver le médium qui respecterait la luminosité. Adam serait celui-là. L'animal Klein Blue, dit brevet IKB, est mis au point entre les années 54 et 18. J'ai cherché un médium capable de fixer chaque grain de pigment entre eux, puis au support, sans qu'aucun d'eux ne soit altéré ni privé de ses possibilités de rayonnement. Avec mon brevet, je devenais seul propriétaire cosmique. Janvier 1957. Blue est inauguré Galerie Apollinaire à Milan. Klein expose un chrome absolument identique. Scandale. La critique parle de mystification. Le renvoi au carré blanc sur fond blanc de Malevich. Je peux dire que Malevich a peint une de ses natures mortes d'après une de mes monographs. Si lui avait l'infini en face de lui, moi je suis dans l'infini. Des controverses assez passionnées soulevées par cette station me prouvent la valeur du phénomène et la profondeur réelle qu'il entraîne chez les hommes de bonne volonté fort peu soucieux de subir passivement les roses des concepts reconnus et des règles établies. Seul Dino Buzzati prend sa défense et signe un article élogieux sur les variétés en bleu. L'observation la plus sensationnelle est celle des acheteurs. Ils choisissent parmi les 11 tableaux exposés, chacun le leur, et le paient chacun demandé, et les prix sont tous différents, bien sûr. Lorsque l'époque bleue est lancée dans toute l'Europe, j'expose à Londres, à Düsseldorf, je suis presque célèbre. Je devais maintenant frapper un grand coup. Ma période bleue serait inaugurée à Paris par une double exposition. Restani venait de me présenter Iris Claire, qui tenait une galerie minuscule rue des... Elle était un peu néophyte, mais se montrerait sûrement à la hauteur de l'aventure. Des ballons bleus, 1001 ballons bleus lâchés dans le ciel de Spree. Ma première œuvre aérostatique. Il faudrait convoquer la presse, la radio et la télévision. L'autre exposition aurait lieu chez Candy. Ce serait l'apothéose du bleu. Les salles du rez-de-chaussée seraient pleines à craquer d'objets qui créeraient un monde bleu. Un grand piment pur tapisserait le sol. Plus loin, un paravent, de fines tiges cylindriques en suspension, une pluie bleue. Serait le maître de cérémonie. Au premier étage, il n'y aurait rien. Après m'être concentré seul dans la salle, je présenterai au public un espace sensible. Il ne faudrait pas de filmer tout cela pour l'avenir, pour rendre mon œuvre immortelle. Aussi bien mes accrochages que les moments d'existence d'artiste. Dans le jardin de la galerie, sous les éclairs et de Restani, j'installerai une obélisque. Le soir du vernissage, je procéderai à l'allumage d'un tableau de feu monochrome composé de bengales qui brûlerait une minute entière.
trouvera alors au-delà du visible, et le spectateur emportera sa vision dans le souvenir. Mes tableaux sont les cendres de mon art. L'œuvre alors qu'il est si beau de la rêver seulement. L'écho de mes fêtes bleues à Paris fut pratiquement nul. Les éternels conformistes de l'art continuaient à ne pas me prendre au sérieux. Yves Klein, issu du dadaïsme de Marseille, voulut un jour signer Le ciel de Nice en tant qu'œuvre d'art. Ce fut le évolution dans cette ville tranquille où un groupe d'artistes créa l'école de Nice, qui siège depuis dans une boutique devenue le centre de ce qu'ils appellent l'art total. Armand, les adeptes de Klein et de cette école, s'est approprié l'eau et le feu. C'est ainsi que... Je descends à Nice voir mon ami Armand. Il avait engagé Rotraud Hooker, une jeune artiste allemande, son père. Elle travaillait souvent dans son atelier à des empreintes. Elle fit sa première exposition de benne imprégnant le sol un peu à la manière de Pollock. Très vite, nous nous installions ensemble rue Campagne Première à Montparnasse. Pour exprimer l'idée de sensibilité pure qui me hantait, je devais, avec le bleu, transgresser les limites de la perception. Pourquoi ne pas exposer le vide lui-même ? Je me mets au travail à la galerie d'Iris, tout seul. Je dois la blanchir pour purifier les lieux des imprégnations. Nous condamnerons l'entrée et ferons passer le public par entre deux gardes républicains en grande tenue présidentielle. Nous prévoyons un service d'ordre privé. Je m'attends à des actes de vandalisme. Peu avant l'ouverture, un mot d'encouragement de Camus. Les pleins pouvoirs. Mais en somme, vous êtes un trait d'union entre le peintre en bâtiment et l'artiste peintre. Non, pas du tout. Je n'étale pas de la couleur sur les murs. C'est une illusion. Parce qu'en réalité, ce que je veux présenter ici ce soir, ce n'est pas du tout les murs, mais c'est l'ambiance de cette galerie. Je pense que la peinture est invisible, est impalpable, elle est présente, c'est une présence. Et pour moi, ma peinture, pour l'instant, habite cette galerie, mais je voudrais qu'elle prenne des dimensions incommensurables, qu'elle se répande, qu'elle s'imprègne, n'est-ce pas, dans l'atmosphère, voire même d'une ville, d'un pays, n'est-ce pas. La peinture n'a pas horreur du vide, puisque vous avez essayé de peindre le vide, et que nous nous trouvons dans le vide ce soir. C'est un vide tout blanc. Oui. Mais le blanc est bleu, vous savez. Le bleu, comment est-il si le blanc est bleu? Je trouve que le bleu, tel qu'on le représente, est orange. J'ai toujours su, même avant que je m'en aperçoive. Vous demandez que l'on éclaire en bleu l'obélisque de la place de la Concorde. Oui, pour moi aujourd'hui c'est vraiment bleu. L'obélisque bleu, le dé bleu, tout cela se trouve dans la rue, à l'extérieur. C'est pour ça que ce que vous ne trouvez pas à l'intérieur, demandez-le à l'extérieur. S'il vous plaît, sortez de la situation et laissez-nous tranquilles. Déclarer l'obélisque me fut finalement refusé la dernière minute par le préfet. Vers minuit, nous étions à la coupole autour d'un cocktail bleu pour fêter mes... Ce soir-là, maman m'offrit L'air et les songes de Gaston Bachelard. J'avais dépassé la problématique de l'art. L'exposition du vide m'avait exclu du monde. J'étais devenu un cas limite, de l'espace ne pouvant plus revenir sur Terre. Gentil m'aperçut dans cet espace et me fit signe pour m'indiquer le chemin du retour.
Il habitait impasse Roncin, tout près de Brancusi et de Giacometti. Je passais souvent chez lui pour ramasser des pierres dans son jardin et en faire des socles pour mes éponges. Il s'intéressait au mystère du mouvement et construisait de drôles de machines. Il avait été enthousiasmé par l'exposition du vide et me proposait quelque chose en commun. Vitesse pure et stabilité monochrome, triomphe total de collaboration artistique. En 1959, Yves Klein part à Anvers pour l'exposition Vision in Motion. Il n'a envoyé aucune œuvre. Devant l'emplacement qui lui est réservé, il se contente de citer en boucle un extrait de L'air et les songes de Bachelard. D'abord, il n'y a rien. Ensuite, il y a un rien profond, profondeur bleue. Le commissaire lui demande alors où se trouve son œuvre. Là où je parle en ce moment. J'allais dorénavant vendre zone de sensibilité picturale immatérielle. Tout acheteur devrait me donner 1 kilo d'or pur en échange d'un reçu. Zone immatérielle lui appartienne, il devrait solennellement brûler ce reçu. En contrepartie, en présence de 2 témoins du milieu de l'art, je devrais jeter la moitié de cet or dans une rivière. 26 janvier, vente d'une zone de sensibilité picturale immatérielle à Dino Buzzati. « 4 février, vente d'une zone de sensibilité picturale immatérielle à Michael Blankford. » À l'atelier, je ne peignais pas un modèle, mais en leur compagnie. Leur présence m'apportait un climat sensuel qui disait le climat pictural. Elle riait beaucoup de me voir exécuter d'après un splendide monochrome. Un jour, je compris que mes outils de travail ne me suffisaient plus. C'était le modèle lui-même qu'il me fallait pour peindre la toile. Il me fallait des pinceaux vivants. Ce n'était pas de la folie érotique, c'était encore plus beau. Au début, elles m'ont cru fou. Plus se passer de venir travailler avec moi. Quelques jours plus tard, sur l'île Saint-Louis, il roule une étrange cérémonie. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'assez spécial. Ce sera une toile quand même assez violente. Une grande toile par terre, vide 20 kilos de bleu et le modèle se rue de... Alors, allez-y, passez la couleur, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Bien en rond sur le ventre, et puis alors sur la cuisse, là, n'est-ce pas? C'est ça sur les seins, oui. Et bien sur le ventre, c'est bien. La cuisse, oui, ça va, oui. Bon, eh bien, allez-y. Bon, très bien. Alors, mettez-vous bien en présence de la surface, hein? Regardez bien. Vous allez vous appliquer, l'épouser complètement, c'est ça, oui, très bien. Très fort, un contact constant, hein. Bon, voilà, tournez, très lentement, appliquez-vous bien. Toutes les formes doivent épouser la surface. Très bien, c'est ça. Voilà, tournez vers la gauche. Attention, attention. Voilà le ventre, là. Maintenant, appliquez bien le ventre. Le sein droit. Le bras. Très bien. Revenez un petit peu. Revenez. C'est ça. Bon. Eh bien, allez-y, retirez-vous. Retirez-vous. Ah, ça, alors, il est très, très beau. C'est vraiment, ça, nous avons fait.
Mon Iris, obtenez-moi la page de couverture de Paris Match, tout en bleu avec cette légende. Le plus grand peintre du monde, Yves Klein, est un Français. Je me suis un jour aperçu de la beauté du bleu dans les livres. Elle s'imprégnait exactement comme je voulais que s'imprègne devant mes monochromes. Je les ai intégrés à mes œuvres. Mon Iris, je viens d'inventer une chose étonnante. Voilà, Cocteau vous a dit l'autre jour dans la galerie que mes éponges ne devaient pas se. Moi, j'ai la solution de l'imagination pure. Mes éponges flotteront à 30 cm au-dessus du socle. Elles seront creuses, à l'intérieur un ballon à l'hélium et un morceau de métal. Un aimant sera caché dans le socle. L'hélium attirera la sculpture vers le haut et l'aimant vers le bas. N'en parlez à personne, mon Iris. Je vous en prie, c'est trop grave. Chez Iris Clair, Klein rencontre l'architecte Werner Rune, chargé de la construction de l'opéra de Gelsenkirchen. Relief éponge bleue de 10 mètres et 2 monochromes de 20 mètres seront destinés aux murs latéraux du foyer de l'opéra. Combien me faudra-t-il d'éponges pour 1 mètre carré ? Je demandais à Rotrott de me rejoindre sur place pour m'aider dans cette entreprise. D'abord fixer les éponges, puis les recouvrir de bleu IKB. La réussite du projet l'impose en Allemagne comme un artiste de premier plan. Ces grands formats ne me suffisaient plus. Mon prochain tableau serait la surface de la France entière, et je l'appellerai la Révolution bleue. Messieurs, différentes étendues d'eau salée ayant été nommées mer Rouge, mer Blanche, mer Noire, sans qu'aucune n'ait été nommée mer Bleue, je vous propose de mettre à profit mes compétences concernant le bleu monochrome, moyennant une rémunération à débattre. À vous, Yves Klein. PS, aucun péril pour les poissons rouges. Messieurs, je me fais voir en toute humilité de vous faire une proposition concernant les explosions atomiques. Peindre en bleu les bombes A et H de façon à ce que leurs explosions soient révélées à tous. Il est bien évident que nous exclurons le bleu de cobalt soigneusement radioactif et que nous n'emploierons que le bleu qui m'a valu la célébration. Vous savez, votre très dévoué Yves Klein. Gagarine déclara que la Terre était bleue, j'étais au 7e siècle. Puisqu'on peut peindre avec une seule couleur, pourquoi ne pas jouer de la musique sur une seule note?
une note tenue le temps que l'on décide. Une symphonie, ma symphonie monotone silence. 20 minutes de musique, suivies de 20 minutes de silence absolu. Voici le thème de ce que j'aurais voulu que fût ma vie. Mars 1960, ces pinceaux vivent en scène à la Galerie internationale d'art contemporain. Pierre Restany lance le mot d'anthropométrie. On a dit que je ne faisais rien d'autre que recréer la technique de l'action painting des abstraits Pollock, Newman ou de Kooning. J'aimerais qu'on se rende bien compte que mon entreprise se distinguait totalement de New York. L'enjeu de cette performance était surtout de définir une distance entre la peinture et moi. Un débat s'ensuit. Restany déclare que l'empreinte est l'ancien de tous les rites. Georges Mathieu, peintre de l'abstraction lyrique, se lève. Le rite, oui. Mais où est le mythe nécessaire à toute création? Klein répond que l'action des modèles se suffit à lui-même, que l'art se trouve dans l'événement, que l'art, c'est avant tout la santé. C'est la possibilité d'échapper au destin des morts vivants qui subissent le conformisme social. Pour ne citer qu'un exemple retenu à mon sujet, je parlerai de Gutai, ce groupe de peintres japonais qui se roule à la toile. Personnellement, au lieu de me barbouiller le corps, je préfère me vêtir et enfiler des gants blancs. « 25 octobre 60. En réponse à l'exposition du Armand inaugure à son tour chez Iris Clair l'exposition du plein et remplit d'ordures ménagères jusqu'au plafond. À Paris, serrés comme des sardines, la première manifestation du plein. Cet art consisterait, d'après l'artiste, à condenser le réel en une masse critique. 2 jours plus tard, Pierre Restany chez moi un groupe d'artistes. Sur l'un de mes monochromes bleus, la décoration constitutive du nouveau réalisme. Le temps de la clandestinité est révolu. Ce jour-là, seul César ne vint pas. Aujourd'hui, de plus en plus, le monde qui nous entoure est un monde hostile, rebelle, inquiétant. L'artiste qui a besoin de essaye de dominer le monde. Et pour dominer le monde, il va à la source même de la réalité. Il s'essaye de plus en plus de s'exprimer par les moyens directs. Alentour, les affiches lacérées sur le mur des villes. Si César estime qu'il fait allemand à travers un métal compressé, il a fait une sculpture. Il est en droit de la vendre comme sculpture. Il y avait Dufresne et sa poésie lettrée. Des bouquets. Des milliers de bouquets. Reiss et ses cueillettes industrielles. Les affichistes instillés qui arpentaient la ville et révélaient la nature dérisoire de la publicité. Jean Tinguely, lui, représentait l'agonie prématurée de machines spectaculaires. Spoeri mettait en relief la société de consommation, et puis Armand, qui malmenait les objets de diverses manières. Pour nous, il n'était pas qu'un critique. Il était un membre du groupe, un engagé.
L'artiste se situe toujours par rapport à lui-même, par rapport à son expression. Si l'artiste estime qu'il s'exprime totalement à travers une affiche, à travers un panneau recouvert de bleu industriel, ou à travers un métal, il a réalisé son but, qui est précisément de dominer le monde, de lui-même, et de prendre une parcelle de ce monde pour s'exprimer à travers cette parcelle. Pour les nouveaux réalistes, le monde est un tableau dont il faut s'emparer des fragments. Happening iconoclaste au moderne. Une descente du groupe pour décrocher les tableaux des Simèzes et Novembre 1960, au petit matin, j'avais des événements, d'imprégner le monde, de le mettre en scène. J'avais tout préparé. J'allais bientôt m'emparer d'un dimanche tout entier et présenter une nouvelle forme de collectif universel. Vendu en kiosque, un numéro unique trompait l'homme de la rue qui serait malgré lui le premier acteur de cet événement. En première page, un saut dans le vide saisi par le photographe Harry Schunk. Un journal dont Klein est seul auteur et qu'il la galerie rive droite. Puis le peintre de l'espace. Pour peindre, je dois me rendre sur place. Je devais retoucher l'espace commun des hommes, climatiser la terre, dompter les éléments, mettre de l'air. J'essayais d'être des industriels en filmant dans ma cuisine la démonstration de ma théorie sur les toits d'air. Un jet d'air comprimé empêche l'eau de carrelage. Pour l'instant, il suffisait de rêver. L'architecte Claude Parent assurerait les croquis de ma cité idéale. Demain, on construirait avec la lumière, le gaz, le feu, l'eau. Libéré de toute matérialité, l'homme vivrait bientôt en lévitation dans un nouvel Éden. Si Klein fut désigné comme le chef de file du nouveau réalisme, il ne s'y en réserve. Indifférent avec Restani, qui rapproche le nouveau réalisme, l'amène un soir à la coupole à dissoudre le groupe. Sa nature est celle d'un électron libre, inclassable. Il y a quelques mois, je ressentais l'urgence d'enregistrer les signes du monde naturel. En descendant à Nice, j'avais fraîchement enduite de peinture sur le toit de ma 2 chevaux. Tandis que je roulais à plus de 100 en National 7, le soleil, la pluie, le vent, les poussières naturelles y déposaient. La nature avait fait son œuvre. Arrivé dans le sud, je poursuivis l'expérience avec des que je nommais cosmogonie. Janvier 61. La ville de Crève-Magne lui consacre une rétrospective. Yves Klein a 32 ans. Il s'agit maintenant pour lui d'officialiser son mythe, d'entrer dans la légende. Devenu célèbre en quelques années, ce jeune homme turbulent et épris d'absolu a vraiment quelque chose à voir avec l'art. Sa réussite, son absence
irritent la profession. Bleu, rose et or, la combustion décomposée en 3 salles. Sainte Cachia, sainte des cas impossibles et désespérés, merci pour toute l'aide décisive et merveilleuse que tu m'as accordée jusqu'à présent. Je te demande d'intercéder de Dieu le Père Tout-Puissant, afin qu'il m'accorde toujours la grâce d'habiter mes œuvres, qu'elles deviennent toujours plus belles, la grâce de découvrir continuellement de nouvelles choses dans l'art, même si, hélas, je ne suis pas toujours digne de confiance et de créer la grande beauté. Que tout ce qui sort de moi, ainsi soit-il, avec une présence infinie. Un don à Saint, un ex-voto, un triptyque aux couleurs de la flamme. J'imaginais de remplacer à la surface de l'île des bassins les élégants jets d'eau de ces bassins par de brillants jets de feu, des jets de feu sur l'eau, pourquoi pas. On ne peut pas, je pense, discuter du point de vue perfection esthétique la qualité du feu. Il faut en soi n'importe comment. Après avoir été le peintre du bleu et le peintre du vide, voici devenu le peintre du gaz. Du gaz? Non, je dirais plutôt le peintre du feu. Vous attachez donc au feu une valeur rituelle. Oui, une valeur rituelle très contradictoire. Ne croyez-vous pas que la contradiction est aussi entre le principe du bleu et le principe du feu, précisément? Justement, de toute façon, le feu est bleu, or et rose. Ce sont les 3 couleurs de base dans ma peinture monochrome. Et pour moi, c'est un principe d'explication universelle, d'explication du monde. Mars 61, un décès de Gaz de France. Ils m'ont donné l'autorisation pour une séance de peinture de feu. J'ai demandé à un ami artiste de se déguiser en pompier. Je veux confronter les forces de la flamme et qu'est-ce qui provoque en moi cette fascination pour le feu? Pour d'une seconde expérimentation, Yves Klein associe le feu aux anthropométries. Les modèles nus viennent appliquer leur corps humide sur le carton sec. La marque du feu cernera les courbes du vide. La trace invisible apparaît dans l'instant de la combustion. Ce bruissement de l'ombre de silhouettes humaines au cœur de l'image me rappelle avec les ombres soufflées que j'ai vues sur les murs d'Hiroshima. Pourquoi faut-il que je me sente obligé d'en fixer l'empreinte, trace de l'immédiat? Dans le cœur du vide, aussi bien que dans celui de l'homme, il y a des feux qui brûlent. Pour être universel, il faut être comme le feu, dur, doux et cruel. On doit pouvoir se contredire.
mariage avec Rotrop, je l'ai conçu comme une œuvre d'art en mouvement. J'aimais lui répéter cette phrase. Si chaque jour quelque chose de merveilleux n'est pas, la journée est foutue. Il fait beau, bleu. J'arrive à Cannes dans un peu moins d'1 heure. Ah, le film fera l'ouverture. Le film italien Le Monde de Giacopetti est un film ébouriffant, éclatant, percutant et qui jurément à l'être. L'obsession médiatique d'Yves le monochrome allait se retourner contre lui. Opportunisme, le cinéaste Giacopetti avait dénaturé son travail. Le peintre tchécoslovaque Yves Klein est prêt. La musique est remontée à bloc. Ces modèles enduits de peinture seront les pinceaux humains lesquels Klein donnera forme et couleur à sa fièvre créatrice. Peut-être avez-vous déjà pressenti que la couleur préférée de Klein est le bleu. De même, sa forme préférée, le bleu. Bien plus, le bleu est son unique forme et son unique couleur. Bleus sont ces tableaux que tout Paris s'arrache. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas compris que je voulais que l'art fasse corps avec la vie, règne le monde. Diverses phases de sa création est en vente